parce que bon, le Festival du Livre n'a pas pu se dérouler comme d'habitude l'année dernière. Donc, on s'est dit qu'on allait quand même le poursuivre entre deux festivals, particulièrement sur le thème du climat, parce qu'évidemment, le climat, je disais aussi qu'on était dans le Covid, c'était quelque chose qui nous préoccupe et qui nous, évidemment, concerne tous, mais que pendant ce temps, le climat continue à évoluer et qu'on a besoin quand même de continuer à sensibiliser et à informer et surtout à donner espoir de pouvoir faire quelque chose. Donc, c'est parti de l'équipe du Festival du Livre. Nous ont rejoint la maison de l'alimentation durable de Montsartou, la MEAD, également l'Oumia, une nouvelle école installée à Montsartou qui prépare à des projets, à des modes de vie, à une façon de considérer un petit peu notre univers de façon différente, avec beaucoup de connexions internes. Et je crois et donc Laurie et Nathalie sont des apprenantes de l'Oumia et elles nous ont rejoints. Du coup, on les a impliquées en tant que service civique. Et là, j'avoue qu'on a fait bonne pioche, très bonne pioche. Elles sont vraiment exceptionnelles. Chaque fois, je le dis, ne rougissez pas, ça se voit. Et elles nous ont fait un programme depuis qu'elles sont là avec les enfants, avec les scolaires, depuis la maternelle jusqu'au lycée, à la médiathèque, sur les marchés et maintenant les visioconférences. On a sensibilisé déjà grâce à ça pas mal de personnes, bon, malgré les contraintes qui nous sont imposées, parce que évidemment, on n'en est plus à faire des réunions à 100 ou 200 personnes, là, pendant un moment. On les prévoit pour l'été. Voilà, on croise les doigts. Et donc, on est parti dans cette déclinaison de l'histoire du climat. Et on voudrait que chacun partage un peu notre souci de l'avenir pour nos enfants et nos petits-enfants, pour nous-mêmes aussi, de savoir que plus 1, plus 2, plus 3, enfin, arrêtons-nous à plus 2, c'est déjà impossible, difficile à vivre, avec énormément de conséquences. Donc on se dit que 1,5 ce serait bien. Alors voilà, je vous dis, c'est 1,5 degré, c'est déjà pas mal. Il faut s'adapter, je pense qu'on n'y échappera pas. Mais voilà, essayer de ne pas aller au-delà. Et donc, on n'est pas non plus, on n'est pas pessimiste non plus complètement. On n'est pas pessimiste parce que, tout en étant lucide, on sait qu'il y a quand même des façons de faire, à la fois localement, régionalement, et puis après dans le monde entier. Mais déjà, je pense que chacun, à la fois individuellement, collectivement, et quand je dis collectivement, c'est les collectivités aussi, on peut agir. Et là, notre deuxième conférence d'aujourd'hui, se passe avec Monsieur Joël Guyot, qui est là, qui est présent devant la Bonne Mère de Marseille, et qui est donc chercheur au CNRS, directeur de recherche au CNRS en tant que climatologue, et il est coprésident du GREC Sud, groupe de recherche sur l'évolution du climat. C'est ça? Évolution, le E, c'est évolution. Groupe régional, le R, c'est régional. Groupe régional sur les changements climatiques. Voilà. Donc, nous avions envie qu'il décline avec nous, pour nous, les impacts possibles de ce réchauffement dans notre région, dans notre département, qui apparemment se réchaufferait peut-être même un petit peu plus vite, vu le relief, la mer, etc., se réchaufferait peut-être un petit peu plus vite que même d'autres régions. Et donc, voir un peu comment tout ça peut nous impacter et justement comment on pourrait faire localement pour essayer de juguler tout ça au maximum. Voilà, on a en souvenir la tempête Alex, dont on dit que ce n'est pas la première fois que ça arrive, mais on trouve que ça arrive souvent en ce moment. Donc, c'est aussi la récurrence qui fait que c'est inquiétant. Voilà, et pas seulement. Donc, je vais laisser la parole à la fois à M. Guyot ou à Nathalie ou à Laurie pour nous dire un petit peu comment on va avancer dans cette soirée. Alors, nous, on voulait juste vous dire un petit point technique sur l'utilisation de Zoom et du chat. Donc là, il va y avoir un temps de conférence d'à peu près à 40-45 minutes de Joël. Et vous pouvez, pendant cette conférence, noter toutes vos questions. Si vous avez des questions, des réflexions, des remarques dans le chat. Et avec Nathalie, on va se charger de les noter au fil de la conférence et on pourra les reprendre dans le temps d'échange qu'on a réservé pour la fin. Donc voilà, n'hésitez pas à vous exprimer dans le chat. Et en tout cas, on vous souhaite une très bonne conférence. Et je laisse la parole à Joël du coup. Bonjour à tous et merci d'être venus aussi nombreux. Vous voyez bien complètement mon écran? Oui, c'est parfait. En grand format, oui, d'accord. Bon, alors donc je vais essayer de répondre un peu aux demandes que Marie-Louise m'a formulées.
Alors, ma présentation va se dérouler en 3 étapes. La première, c'est, je vais faire très rapidement un petit point sur le changement climatique au niveau global, parce que comme tout le monde n'était pas forcément à la présentation de l'autre fois, mais bon, cette présentation était excellente et je vais juste dire quelques mots pour essayer pour vous permettre de suivre ce qui va être dit après. Et c'est la deuxième partie qui est sur les impacts du changement climatique pour la région PACA et puis aussi en particulier sur les Alpes-Maritimes. Et puis la dernière partie, eh bien, c'est plus positif. C'est un peu comment on peut faire pour s'en sortir. Alors, avec Marie-Charlotte Bellingeri, dont vous voyez le nom là, on est en train de faire une bande dessinée sur le changement climatique. Et la première partie qui est déjà dessinée, c'est Marie-Charlotte, la dessinatrice, et qui a en fait aussi qui a beaucoup travaillé sur le scénario. Je vais reprendre cette bande dessinée pour essayer de vous expliquer un petit peu ce qu'est l'Anthropocène, qui est à l'origine en fait des changements climatiques actuels. Et bon, la deuxième partie de cette bande dessinée sera sur les impacts locaux, mais c'est pas encore fait, donc vous ne verrez des dessins que sur la première partie. Alors voilà, le point de départ, comme je disais, c'est l'Anthropocène. Alors, qu'est-ce que c'est l'Anthropocène? Anthropos, ça veut dire humain, et c'est en fait la période géologique qui est dominée par les actions humaines. Alors, les géologues ne sont pas tous d'accord sur comment définir l'Anthropocène. Alors, on peut le faire de manière très large. Il y a 10 000 ans, c'est le début du néolithique, c'est le début de l'invention de l'agriculture. Et à partir de ce moment-là, eh bien, l'homme a commencé à influencer la nature et a recommencé à rejeter des gaz à effet de serre, par exemple par la déforestation. Pour pouvoir cultiver, il a fallu brûler des forêts, et donc brûler des forêts, ça veut dire émettre du carbone. Bon, c'est quand même assez léger pendant les 10 000 premières années, les 10 000 dernières années, cet impact humain est relativement léger. Il a vraiment pris beaucoup d'importance à partir de l'invention de la machine à vapeur, qui a fait qu'on a eu besoin d'énergie fossile, d'abord du charbon et puis du pétrole, pour pouvoir faire tourner les machines. Et à partir de là, et en particulier, c'est surtout à partir du milieu des années du XXe siècle, il y a eu ce qu'on a appelé la grande accélération. C'est la population qui a commencé à exploser, c'est la consommation d'énergie, c'est les communications, la pollution, évidemment, qui est le corollaire de l'utilisation de l'énergie. C'est le produit intérieur brut, le PIB, qui aussi s'est mis à exploser. Le tourisme, enfin bon, il y a plein de choses qui suivent en fait une courbe exponentielle. Et le résultat au niveau du climat, eh bien, c'est le graphique que vous voyez à droite. C'est la température qui, au début, depuis 1850, jusque 1920, qui est relativement stable. On a fixé par convention le zéro à cette période-là parce qu'on n'a pas de données météo plus anciennes, et cette période correspond à peu près à ce qu'on appelle la période pré-industrielle. Et à partir des années 20, de 1920, eh bien, il y a une première augmentation de la température, après une période un petit peu de stabilisation, et puis alors une période vraiment où ça commençait vraiment à exploser et à se réchauffer de manière exponentielle. Alors, il faut savoir que les années les plus chaudes de toute cette période-là, donc depuis 1850, la grosse majorité des années les plus chaudes sont au XXIe siècle. L'année la plus chaude, c'est 2016, et les trois plus chaudes, c'est 2016, 2019, 2020. Donc, c'est vraiment maintenant on subit vraiment ce réchauffement climatique. Alors tout le problème, c'est de savoir est-ce que on va continuer sur notre lancée. Donc si c'est oui, on va continuer selon cette flèche rouge. Et si on prend vraiment des mesures nécessaires et suffisantes pour ralentir le réchauffement climatique, eh bien on peut espérer être plutôt sur cette flèche orange. Donc la différence entre les deux, c'est ce qu'on appelle des scénarios. Est-ce qu'on va prendre un scénario qu'on appelle en anglais business as usual, donc on continue comme avant, quoi, hein, ou bien un scénario qu'on va peut dire écolo, si vous voulez, où on va vraiment faire des efforts pour diminuer fortement les gaz à effet de serre. Alors,
on parle de l'Anthropocène. Anthropos, c'est l'homme, mais en fait, tous les hommes ne contribuent pas de la même manière à l'augmentation des gaz à effet de serre. Et si vous regardez la façon de vivre des pays pauvres, par exemple en Afrique, vous voyez bien que ils émettent beaucoup moins de gaz à effet de serre que les pays riches. Et à l'intérieur des pays riches, eh bien, les plus riches émettent beaucoup plus de carbone que les autres. Et selon un rapport d'Oxfam, les 1% les plus riches du monde émettent 2 fois plus de carbone, c'est-à-dire 17%, que les 50 pays les plus pauvres, qui eux émettent 7%. Donc, il y a un vrai déséquilibre entre les riches qui émettent beaucoup et les pauvres qui émettent beaucoup moins. Et pourtant, le changement climatique, il va frapper particulièrement les pauvres parce qu'ils sont beaucoup plus vulnérables. Et si vous regardez ce graphique ici en les rectangles de couleur, ce sont le cumul des émissions de gaz à effet de serre des différents pays depuis 1751, hein, qui est officiellement, on va dire, le début de la période industrielle. Donc, vous voyez que l'Europe et les États-Unis se partagent une grosse partie, presque les 2/3 à eux deux, des émissions. Ensuite, il y a l'Asie, et dans l'Asie, bien, il y a la Chine. Alors, la Chine a démarré beaucoup plus tardivement, hein. Et vous voyez en bleu ici l'Afrique, les 48 pays d'Afrique ont émis moins de 1% des émissions mondiales de CO2 depuis 1751. Et si vous regardez bien, dans l'Afrique, eh bien, la grosse partie, c'est l'Afrique du Sud, qui est un pays relativement développé au niveau industriel. Voilà. Et ici, vous avez l'Amérique du Sud et l'Océanie. Donc, il y a une vraie inégalité dans les émissions des gaz à effet de serre. Alors maintenant, on entend souvent dire que les émissions de gaz à effet de serre sont pas très graves parce que finalement, le climat a toujours changé. Alors, il faut savoir que le climat qui change, par exemple, vous voyez ici les fluctuations. Ici, c'est les fluctuations des gaz à effet de serre les gaz à effet de serre ne sont pas constants. Il y a des périodes qui sont des périodes chaudes où les gaz à effet de serre sont élevés. Et quand ils sont élevés, c'est relativement beaucoup moins élevé que ce qu'on connaît actuellement. Vous voyez ici, on est un peu en dessous de 300 ppm. Alors ppm, ça veut dire partie par million. Ça veut dire 300 millionièmes. Donc, ces gaz à effet de serre, en fait, occupent très peu de la composition de l'atmosphère. Mais voilà, ici, on est en dessous de 300. Et puis, ici, on arrive presque à 400 en 2010. Et puis, vous voyez les scénarios. Si on continue à émettre sur la même lancée que maintenant, on va arriver à 900 ppm, c'est-à-dire 3 fois plus que ce qu'on avait pendant les périodes chaudes du passé. Et alors, si maintenant on regarde les effets de tout ça sur le changement climatique, on a ici les 12 000... vous voyez la flèche sur l'écran? Bon, on va dire que oui. Ici, oui, on voit. D'accord, merci. Ici, le réchauffement est relativement retardé parce qu'il y a encore de la glace sur le Canada, sur la Scandinavie, et donc ça ralentit le réchauffement. Puis à un moment donné, ce réchauffement, au moment où, à peu près il y a 8000 ans, quand cette glace a à peu près occupé le niveau, les surfaces qu'elles ont maintenant, eh bien, on arrive à un maximum de température, en particulier la température de l'été. Et puis, ici, vous voyez le CO2 qui augmente légèrement. Eh bien, ça, c'est l'effet du néolithique, la déforestation des humains pendant cette période-là. Mais l'augmentation est relativement faible et depuis la révolution industrielle, eh bien, on a une explosion des émissions de gaz à effet de serre. Donc, ça montre bien que l'évolution du climat est telle qu'elle est provoquée par les humains est beaucoup plus importante. Les variations sont beaucoup plus importantes qu'avant. Et alors, nous, on va pouvoir peut-être s'adapter si les augmentations de température ne sont pas trop élevées, mais la nature, elle aura peut-être un peu de mal. Par exemple, la végétation, elle va pas pouvoir
partir et trouver, par exemple, monter en montagne plus haute altitude pour trouver un climat plus agréable. Et même pour les humains, si vous êtes déjà dans des régions très arides comme les régions méditerranéennes, eh bien, on va avoir de plus en plus de sécheresse et ça va avoir un effet sur l'agriculture. Mais ça, j'y reviendrai tout à l'heure. Alors, très rapidement, c'est quoi l'effet de serre? Eh bien, c'est simplement un effet de l'atmosphère qui retient la chaleur et qui modère les variations de l'énergie solaire. S'il n'y avait pas cette atmosphère, eh bien, on aurait des variations entre le jour et la nuit qui seraient très importantes, et aussi entre l'été et l'hiver. Et finalement, la température, au lieu d'être ce qu'elle est actuellement de l'ordre de 18 degrés, eh bien, elle serait de moins 15 degrés en moyenne sur le globe. Donc, l'effet de serre, c'est ce qui rend la planète habitable. Mais ce qui se passe, c'est que on augmente, on change la composition de l'atmosphère et on le change en y rajoutant un certain nombre de gaz. Je vais revenir dans la diapo suivante sur ces gaz. Et simplement, le graphique que vous voyez à droite, eh bien, vous montre ici les gaz à effet de serre, leur effet en rouge. Ça, c'est l'effet sur la température. Je ne vais pas rentrer dans le détail, on appelle ça dans la science du changement climatique le forçage radiatif, mais simplement, c'est proportionnel à la température. Et vous voyez, c'est les effets de réchauffement de ces gaz à effet de serre sur la température. Et ici, eh bien, par exemple, les nuages, vous voyez que ça a plutôt un effet refroidissant. Les aérosols, donc toutes ces petites particules qui sont dans l'atmosphère, eh bien, elles ont aussi un effet refroidissant. Et ici, parce qu'on entend quelquefois des gens lui dire oui, mais c'est pas l'homme qui change le climat, c'est le soleil. Et alors les variations du rayonnement solaire, de l'énergie du soleil, elles sont très faibles. Elles sont de l'ordre, on va dire que c'est de l'ordre du dixième de degré, alors qu'on est déjà à 1 degré de réchauffement à cause des gaz à effet de serre. Alors ces gaz à effet de serre, eh bien, en fait, ce sont des molécules dans l'atmosphère qui ont au moins 3 atomes. Voilà, c'est ceux-là qui ont la possibilité de capter le rayonnement infrarouge qui nous revient de la Terre. Et le premier gaz à effet de serre, c'est H2O, c'est l'eau, 2 hydrogènes et un oxygène. Mais l'eau a une durée de vie dans l'atmosphère de seulement quelques jours parce que dès que l'eau arrive dans les nuages, eh bien, ça précipite, ça fait de la pluie et il y a tout un cycle qui se met en place et qui fait que l'eau n'a pas la vapeur d'eau qui est dans l'atmosphère n'a pas le temps d'agir sur le climat. Par contre, le CO2, le dioxyde de carbone qui est ici, qui est principalement issu des énergies fossiles et de la déforestation, a une durée de vie de 100 ans. Le méthane, le CH4, qui est par ailleurs un gaz qui est utilisé comme énergie pour chauffer, a une durée de vie de 12 ans, et le N2O, qu'on appelle aussi le protoxyde d'azote ou le gaz hilarant, que certains jeunes utilisent comme une manière de drogue, si vous voulez, eh bien, a une durée de 120 ans. Et le protoxyde d'azote, c'est essentiellement issu de l'agriculture, et le méthane plutôt de l'élevage, donc de la viande, des bovins, et également de la culture en milieu humide, comme par exemple la culture du riz. Donc voilà le tableau de ces gaz à effet de serre. Et maintenant, on va arriver aux impacts. Et simplement, avant d'arriver aux impacts, eh bien, il faut remarquer ici que depuis 1960, ces gaz à effet de serre n'arrêtent pas d'augmenter. Vous avez en gris foncé la contribution des énergies fossiles et en gris clair, c'est la déforestation. Pardon. Et vous voyez la surface ici, ça vous donne l'importance de ces gaz tels qu'ils sont émis. Et une partie de ces gaz est absorbée par l'océan, à peu près 25% en mauve, et en vert, c'est absorbé par les continents, essentiellement la végétation et les sols. Et le reste, en bleu clair, c'est ce qui reste dans l'atmosphère. Donc, vous voyez que grosso modo, il y en a que 50% qui restent dans l'atmosphère. Si il n'y avait pas l'océan et ce qu'on appelle la biosphère, eh bien, il ferait 2 fois plus chaud, le réchauffement serait 2 fois plus élevé. Alors maintenant, on va arriver aux impacts et aux risques au niveau local.
Et ce que je vais vous présenter là, ce sont des compilations de données qui sont faites par des chercheurs du GREC Sud, groupe régional sur l'effet du changement climatique. Sud, c'est pour la région. Avant, ça s'appelait GREC PACA. On nous a demandé de changer en GREC Sud. Et vous pouvez aller trouver toutes nos informations sur ce site web ici qui vous est donné, www.grec-sud.fr. Et ces informations sont consignées dans des cahiers. On a déjà sorti une petite dizaine, là, c'est même pas à jour, parce que ça, ce sont des cahiers thématiques, par exemple, sur, là, c'est simplement le climat, sur l'agriculture et les forêts, sur la ville, sur le littoral et la mer, sur la montagne. Et ici, vous avez un cahier sur la métropole d'Aix-Marseille-Provence. Il y en a un sur la métropole Nice-Côte d'Azur qui est en chantier, qui va bientôt sortir. Et donc, en fait, on a ces cahiers thématiques et puis on a des cahiers plutôt territoriaux qui sont également produits. Alors maintenant, si on regarde l'augmentation de la température en moyenne sur la région sud, eh bien, je vous avais montré tout à l'heure un graphique qui en fait indiquait que la température au niveau du globe s'était élevée depuis grosso modo le milieu du XXe siècle de 1 degré. Eh bien, si maintenant on focalise sur la région PACA, on arrive déjà presque à 2 degrés. Le réchauffement, en fait, en région PACA, il est de 0,4 degrés tous les 10 ans, alors qu'il est de 0,2 degrés tous les 10 ans au niveau mondial. Et donc, le taux de réchauffement est le double de celui du globe. C'est normal qu'une région ait un réchauffement plus élevé que le globe, puisque plus on fait une moyenne sur une grande région, bien plus on atténue les variations locales. Mais quand même, c'est quand même assez important. Alors, il y a des régions qui sont plus au nord, hein, des régions par exemple en Scandinavie, etc., où on peut arriver à des réchauffements plus rapides encore qu'ici. Au niveau des précipitations, vous voyez ici à droite que ça change pas tellement. On a des périodes relativement sèches et puis des périodes plus humides, mais on ne voit pas encore vraiment de tendance. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un effet sur les réserves en eau, parce que si la température augmente, l'évaporation, elle, augmente également. Et donc, si l'eau qui tombe est la même, il y a la même quantité d'eau qui tombe régulièrement, eh bien, comme l'évaporation est plus importante, eh bien, le bilan, lui, il est plus faible. Et donc, on a quand même déjà actuellement des effets sur les réserves en eau. Alors maintenant, première conséquence que tout le monde connaît, c'est les canicules. Alors, vous voyez ici en gris, ce sont les canicules du XXe siècle. Et en couleur or, ce sont les canicules. Enfin, c'est pas tous les canicules. Ça représente les années du XXIe siècle. Par contre, ce qu'il faut regarder, c'est l'axe ici, l'axe horizontal. Ça vous donne la durée des épisodes de chaleur. Donc, de quelques jours à quelques dizaines de jours. Et vous voyez 2003, qui reste quand même l'épisode le plus long. 2019, qui est un autre épisode de canicule, est plus intense. Vous avez ici en Y le maximum de température. En 2019, on est arrivé en région PACA à 28 degrés au maximum. La dimension du rond, ça vous donne en fait le cumul des températures. Donc, si vous avez une température relativement moyenne, mais pendant très longtemps, vous allez augmenter le cumul. Par contre, si la température est très très élevée, mais pendant un temps court, ça va pas forcément avoir le même effet en cumul. Et donc, vous voyez que 2019 en cumul est autant que 2003, mais c'est surtout parce que des pics de température ont été plus élevés. On a par exemple eu ici, il y a un record à Vinon-sur-Verdon, le 28 juin 2019, qui a atteint 44 degrés. Et donc, ce que vous pouvez voir, c'est que sur tous les épisodes qui sont représentés ici, eh bien, sur les 29 qui sont représentés, il y en a 18 qui se situent au XXIe siècle. Alors, une autre conséquence, c'est l'augmentation des épisodes méditerranéens. On parlait de la tempête Alex.
on va s'y attarder un petit peu tout à l'heure. Simplement, il faut savoir que même s'il y a toujours eu des épisodes méditerranéens, eh bien, il y a un doublement de fréquence de ces événements, donc un doublement de fréquence des événements qui dépassent le seuil de 200 mm de pluie par jour. C'est déjà beaucoup, 200 mm de pluie par jour. Eh bien, il y a eu le 19 septembre dans le Gard un dépassement de 500 mm et le 2 octobre dans les Alpes-Maritimes. Alors, l'intensité de ces épisodes est en hausse d'environ 22%. Les surfaces touchées également sont en hausse et la probabilité de crue centenale a doublé en raison du changement climatique. Alors, une crue centenale, c'est une crue qui arrive tous les 100 ans. Eh bien, évidemment, plus l'intensité de la crue est importante, plus rare elle l'est. Et donc, ici, on a la fréquence qui double. Alors, c'est quoi un événement, un épisode méditerranéen? Eh bien, c'est lié à la proximité de la mer Méditerranée, qui est une mer chaude, et des montagnes qui sont particulièrement importantes dans l'arrière-pays des Alpes-Maritimes. Alors, les masses d'air qui passent sur la mer Méditerranée, il y a de l'humidité qui s'accumule dans ces masses d'air et aussi elles se réchauffent. Et en arrivant sur le continent, et en particulier s'il y a du relief, eh bien, elles montent en altitude. Et au sommet, eh bien, on a toujours de l'air froid d'altitude et la rencontre de cet air froid et de cet air chaud, eh bien, ça fait ici des cumulus et ces cumulus, ça fait des orages et des pluies tout à fait intenses. Alors, si on est sur des terrains qui sont relativement perméables, une partie de l'eau peut être absorbée par les sols, mais si les sols sont de plus en plus artificialisés par des constructions, etc., eh bien, ça s'écoule et ça dévale les pentes et ça revient à la mer. Donc, c'est ce qui s'est passé en octobre. Alors, vous voyez ici une carte qui vous donne les Alpes-Maritimes et les zones en rouge, c'est les zones où on a dépassé les 500 mm en une journée. Donc, bon, vous connaissez bien les choses mieux que moi puisque vous les avez vécues. Donc voilà, ces événements-là, eh bien, seront de plus en plus fréquents simplement parce que la mer Méditerranée se réchauffe et là aussi. La mer Méditerranée se réchauffe plus vite que les autres mers ailleurs et que l'océan Atlantique, par exemple, à la même latitude. Et donc, c'est physique, on aura de plus en plus ce type d'événements. Alors maintenant, on va regarder un petit peu les conséquences sur les écosystèmes. Alors, il y a la forêt et puis il y a les anthroposystèmes, l'agriculture. Alors, sur la forêt, eh bien, les sécheresses occasionnent des dépérissements de forêt. Ces dépérissements de forêt, ça entraîne une baisse de la productivité. Les sécheresses également entraînent aussi une diminution de la productivité des produits agricoles, du blé. Et alors, pour les vignes qui sont représentées ici, il y a un effet particulier, c'est que à cause des étés qui sont de plus en plus chauds, eh bien, le raisin est de plus en plus sucré. Et qui dit raisin sucré dit taux d'alcool de plus en plus élevé. Et donc, on est obligé de faire les vendanges de plus en plus tôt pour éviter d'avoir trop de sucre et donc trop de degrés d'alcool. Et on montre qu'à peu près partout en France, et en particulier dans le sud de la France, eh bien, les vendanges ont été avancées. Donc, c'est les viticulteurs qui avancent les vendanges pour limiter le degré d'alcool. Ça a avancé depuis les années 50, à peu près de 3 semaines. Donc, ça va avoir un effet, évidemment, sur le goût du vin, sur la qualité du vin. Parce que la qualité du vin ne dépend pas uniquement du sucre. Il y a toute une série de composés, comme par exemple des polyphénols, qui, eux, n'ont pas forcément une phase qui ne sont pas forcément en phase avec le sucre. Et donc, si on fait des vendanges trop tôt, eh bien, le raisin n'est pas réellement à maturité au niveau de ses composants. Donc, l'adaptation ici consiste à trouver des cépages qui vont être capables de supporter des températures plus élevées. Au niveau des forêts, eh bien, on observe des dépérissements. Ici, vous avez le pin sylvestre qui se trouve justement dans les Alpes-Maritimes.
et on trouve des dépérissements assez élevés en moyenne montagne. Alors, il faut savoir que les forêts qui sont en basse altitude, donc dans les plaines, elles sont habituées à avoir des sécheresses pendant l'été. Et donc, elles supportent beaucoup mieux les sécheresses que les forêts qui sont en moyenne montagne. Et donc, les dépérissements, on va les trouver plus en moyenne montagne en plaine. Et ce sont des espèces qui sont normalement plus acclimatées aux latitudes nord, comme le pin sylvestre ou le sapin, qui vont subir des impacts les plus importants. Au niveau de l'agriculture, eh bien, ce graphique vous montre simplement que la courbe en orange montre qu'il y a une saturation, si vous voulez, de l'augmentation de la productivité. Les rendements n'augmentent plus. La droite bleue, ça vous montre ce que devraient être les rendements si le climat était agréable pour les cultures. Et en fait, ce qui se passe à cause des sécheresses, eh bien, il y a une saturation d'augmentation de la productivité, et donc il va falloir adapter également les cultures de manière à pouvoir s'adapter aux sécheresses de plus en plus importantes. Alors, au niveau des mers, il y a un phénomène, je vous ai parlé tout à l'heure de l'augmentation de la température sur la mer Méditerranée, mais il y a également une acidification des mers. Et c'est pas propre à la Méditerranée. L'acidification, elle est sur tous les océans, et elle se combine ici avec une augmentation plus forte des températures. Alors, elle est due à quoi, cette acidification? C'est simplement que, je vous ai dit tout à l'heure que l'océan absorbait 25% du CO2. Eh bien, ce CO2 qui est dissous dans l'eau, eh bien, augmente l'acidité de l'eau. Et cette acidité de l'eau fait diminuer le pH. Et ce pH, eh bien, cette acidité va attaquer, par exemple, les moules, et en général tous les organismes qui ont des coquilles calcaires. Et on pense que en 2100, il sera très difficile de cultiver des moules en Méditerranée, parce que simplement les coquilles seront trop fragiles. Donc voilà, puis évidemment, il y a aussi le plancton qui subit cette acidification. Et comme le plancton, ça fait partie de la chaîne alimentaire, ça finit par avoir des effets également sur notre poisson de consommation. Alors, le dernier point, c'est la neige dans les stations de ski. Alors, il y a une étude qui est parue il n'y a pas longtemps qui montre que selon le scénario, eh bien, on ne pourra plus se passer de neige de culture. Alors, si on maintient la température à peu près à 2 degrés, ce qui correspond à peu près aux préconisations des accords de Paris qui ont été pris en 2015, eh bien, on pourrait, dans la plupart des stations, se passer de neige de culture. Mais si on arrive à plus de 2 degrés de réchauffement, eh bien, on ne pourra plus s'en passer nulle part. Et de toute façon, à un moment donné, on ne pourra même plus utiliser la neige de culture, parce que même la neige de culture a besoin de températures négatives pour se maintenir. Et donc, si la température dépasse un certain seuil, eh bien, les stations de ski des Alpes du Sud ne seront plus réellement skiables. Alors maintenant, on va passer à la dernière partie de l'exposé. Qu'est-ce qu'on peut faire pour diminuer nos émissions? Donc, vous l'avez bien compris, on émet trop de carbone. Le carbone, ça peut être du CO2, ça peut être du méthane, et puis il y a d'autres gaz à effet de serre qui sont importants aussi. Et ce graphique qui peut paraître un petit peu compliqué à gauche nous dit simplement que si on avait commencé à diminuer nos émissions, par exemple ici, en 2000, eh bien, il aurait suffi de les diminuer de 4% par an pour arriver à ne pas augmenter la température de plus de 1,5 degré. Et que, évidemment, on l'a pas fait. Et vous voyez en noir ici, c'est la courbe de CO2 qui a continué à augmenter. Et même après les accords de Paris, ça a continué à augmenter. Et donc maintenant, on est là. Et si on veut arriver à des émissions qu'on appelle les émissions net zéro, ça veut dire il faut que on n'émette plus de gaz à effet de serre. Alors, on sait que c'est pas possible de ne plus émettre du tout de gaz à effet de serre. Par contre,
ce qu'il faudra faire si on émet des gaz à effet de serre, eh bien, c'est de les compenser. Alors, c'est quelque chose d'assez dangereux, la compensation, parce que on ne peut pas faire n'importe quoi. Mais en tout cas, ça veut dire que si on est ici dans cette courbe ici, eh bien, pour pouvoir arriver à zéro en 2050, eh bien, il faut diminuer de 18% par an. Donc, vous voyez que au lieu de diminuer de 4%, il faut le faire de 18%. C'est énorme et ça va être très, très difficile. Donc, plus on attend, plus c'est difficile. Et vous voyez, si on continue à attendre, eh bien, on est dans ces courbes en rouge. Et vous voyez ici, par exemple, si on attend en 2025 sans diminuer, eh bien, il faudrait diminuer instantanément, ce qui n'est pas possible. Donc, en gros, ces gaz à effet de serre se sont accumulés dans l'atmosphère et on a, depuis le XVIIIe siècle, on a accumulé 2200 gigatonnes de gaz à effet de serre. Alors, 2200 gigatonnes, ça veut dire 2200 milliards de tonnes. Alors, on sait que pour arriver, par exemple, à un réchauffement, avec ces 2200 gigatonnes, on est à un réchauffement de 1 degré. Pour arriver à 1,5 degré, qui est quand même le seuil qui est préconisé par l'accord de Paris, même si on peut tolérer d'aller jusqu'à 2 degrés, l'accord de Paris nous dit qu'il faut absolument essayer de rester à 1,5 degré. Alors, ce qui va se passer sans doute, c'est qu'on va dépasser le 1,5 degré, mais il faudrait ne pas le dépasser trop pour pouvoir retomber à 1,5 degré d'ici la fin du siècle. Eh bien, pour se limiter à 1,5 degré, on a encore droit à un bond à émettre, si vous voulez, de 580 gigatonnes. Et si on veut aller jusqu'à 2 degrés, donc on ne veut pas trop se soucier du 1,5 degré, eh bien, on a encore un 920 gigatonnes, un bond de 920 gigatonnes en plus. Donc voilà ce que nous dit ce dessin, fait également par Marie-Charlotte. Ça montre bien que, si vous voulez, l'homme, ici représenté par un businessman, émet des gaz à effet de serre. C'est lié à l'avion, à la voiture, aux ordinateurs, à l'alimentation, aux usines, etc. Et c'est là qu'il va falloir réduire pour pouvoir couper ce robinet. Et alors maintenant, c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors pour savoir comment il faut faire, évidemment, il faut faire un petit bilan. Alors, en France, on a ce genre de graphique qui vous dit quels sont les plus gros émetteurs de carbone. Alors, il faut distinguer, quand on parle d'émissions de carbone, il y a les émissions territoriales, c'est-à-dire celles qu'on fait chez nous, hein, et puis il y a celles qu'on va importer, c'est-à-dire que quand vous achetez un produit qui est fabriqué en Chine, eh bien, c'est comme si vous importiez des émissions qui sont faites en Chine, mais en fait, comme on consomme le produit en France, eh bien, c'est normal de prendre ça en compte sur le bilan français. Et donc, c'est ça qu'on appelle l'empreinte carbone. C'est la somme des émissions territoriales et des émissions importées. Et on est à peu près, alors qu'on est à peu près en émissions territoriales à 5 kilos par an, et par personne, eh bien, c'est pas pardon, oh non, c'est du total. C'est 5000 kilos par an et c'est 12 000 selon l'année qu'on prend comme référence, c'est 11 000,2 ou 12 000 par an. Et les plus gros émetteurs, vous voyez ici en bleu, c'est la voiture, hein. L'avion, pour l'instant, ça reste relativement plus faible que la voiture, mais d'après les projections, l'avion va bientôt rattraper la voiture. Enfin, ça reste discutable parce qu'avec la crise sanitaire, on ne sait pas trop comment ça va évoluer. Alors, vous voyez ici en orange, un autre émetteur, c'est le logement. Donc, un bon poste pour diminuer ces émissions, eh bien, c'est d'isoler les bâtiments, par exemple. Et un autre poste important, c'est tout ce qui est lié à l'informatique. Un autre poste ici, c'est toute la consommation de viande et de poissons. C'est des choses aussi qui sont des gros émetteurs de gaz à effet de serre. Alors, évidemment, ce petit dessin ici, vous voyez, ça illustre bien ce que c'est que ce qu'on appelle le greenwashing. Hein, on prend l'avion souvent, mais on imprime son billet sur du papier recyclé. Ça, c'est typiquement du greenwashing. Alors maintenant,
je vais d'abord vous parler des politiques publiques et puis après, on parlera des efforts individuels. Alors, les politiques publiques, elles doivent jouer à deux niveaux. Il y a l'adaptation, parce qu'on a déjà un réchauffement qui est en place. On a déjà, je vous l'ai montré, on a déjà un réchauffement de 1 degré au niveau planétaire. Eh bien, il faut s'y adapter. Et par contre, il faut faire attention à ce que ce réchauffement soit le plus atténué possible. Donc, il faut mettre des politiques d'atténuation. Alors, c'est quoi les politiques d'atténuation? C'est réduire les émissions de gaz à effet de serre. Alors, la première chose à faire, c'est de diminuer, c'est la sobriété. Il faut réduire sa consommation d'énergie. Ensuite, l'énergie qu'on ne peut pas réduire, eh bien, il faut encourager le développement des énergies renouvelables. Il faut favoriser le transport en commun versus la voiture individuelle. Il faut développer l'économie circulaire, éviter les dépenses d'énergie inutiles, etc. Réduire son utilisation numérique et renforcer la capacité de stockage et de séquestration du CO2 dans les sols. Alors ça, c'est la partie qui peut être problématique. C'est-à-dire qu'il y a une publication qui est sortie il n'y a pas longtemps et qui pointe le fait que ça peut être un piège. Parce que si on nous dit on peut stocker du carbone, eh bien ça va nous pousser à le faire et à ne pas diminuer nos émissions. Et on sait très bien, par exemple, qu'on va pas pouvoir planter des arbres pour compenser nos émissions. Il faudrait en fait que toutes nos terres qui servent à l'agriculture soient plantées d'arbres pour y arriver. Donc, ce n'est pas possible. Donc, il faut en premier lieu, et c'est ce que dit bien le GIEC dans ses différents rapports, la première chose, c'est la sobriété. Alors maintenant, l'adaptation, eh bien, il faut que l'agriculture, je vous ai montré les effets sur l'agriculture, eh bien, il faut que les agriculteurs s'adaptent et par exemple, des cultures qui soient résistantes au stress hydrique. Et il y a des techniques qu'on appelle de l'agroécologie, de l'agroforesterie, la permaculture, bon, qui est plutôt pour les jardins potagers, mais enfin, il y a un certain nombre de pratiques agricoles qui sont vraiment soutenables, qui doivent être mises en place si on veut adapter l'agriculture au stress hydrique. Alors, il faut aussi, pareil, sur la sylviculture, il faut tabler sur une diversification la plus grande possible sur la sylviculture. Il y a en particulier le risque d'incendie, qui est quelque chose, j'en ai pas parlé, mais c'est quelque chose de très important chez nous. Donc, les incendies, c'est surtout lié à la biomasse qui pousse en hiver et puis qui sèche pendant l'été. Donc, il faut avoir un certain nombre de pratiques pour pouvoir diminuer ce risque d'incendie. Il faut planifier le territoire sur le long terme. Par exemple, les effets, je m'aperçois que j'ai des diapos qui ne sont pas passés. Je vais quand même essayer de revenir un petit peu en arrière. Oui, par exemple, ici, il y a un autre effet sur la côte, c'est l'augmentation du niveau de la mer. Et l'augmentation du niveau de la mer est déjà de l'ordre de 20 cm. C'est pas énorme, mais à ça, il faut ajouter des tempêtes qui arrivent de temps en temps et qui font monter provisoirement le niveau et qui, on a comme cette photo en bas, qui fait qu'il y a des inondations. Il faut donc les impacts, c'est la diminution, la disparition des plages, la vulnérabilité des infrastructures littorales en particulier, et c'est important par exemple dans les Alpes-Maritimes, les aéroports sont assez vulnérables. Et puis il y a aussi beaucoup d'habitations qui se font tout proche de la mer, tout simplement parce que comme les marées en Méditerranée sont relativement faibles, on a pris l'habitude de construire assez proche du littoral. Et donc, l'adaptation ici, ça va consister à relocaliser les biens plus à l'intérieur du pays et à protéger les espaces naturels littoraux, parce qu'on sait que, par exemple, les zones humides qui sont sur le littoral, ce sont des méthodes sont très efficaces pour protéger contre l'augmentation temporaire du niveau de la mer. Et il y avait aussi, voilà, il y avait aussi une autre conséquence qui, je ne sais pas pourquoi ça est passé.
les gels qu'on a eu par exemple en avril, c'est aussi une conséquence de l'augmentation du niveau de l'augmentation de la température. Alors, c'est pas le gel lui-même, puisqu'il y en a quand même de moins en moins de gel, mais c'est surtout le fait que le gel est arrivé en avril après une période très chaude au mois de mars. Et donc, on a eu des records positifs qui ont pu aller jusqu'à 25-28 degrés sur la France en mars, suivi de records de froid. Et comme la végétation en particulier tout ce qui est cultivé, avait déjà commencé à débourrer, eh bien, ça a donné des dégâts assez importants sur l'agriculture. Et ça aussi, il faut que l'agriculture s'adapte à ce genre de problème. Et voyez ici les efforts désespérés des agriculteurs qui ont essayé de chauffer les vignes pour éviter qu'elles se fassent détruire. Donc, excusez-moi, donc je ne sais pas pourquoi ça a passé, mais maintenant je reviens voilà. Alors, maintenant, la question est de savoir est-ce que actuellement les efforts de réduction sont-ils suffisants? On a vu que les gros contributeurs de gaz à effet de serre, c'est les transports et c'est le chauffage résidentiel. Et en fait, si vous regardez ici le graphique qui est à droite, on voit que l'agriculture a déjà fait des efforts, les bâtiments aussi. Et avec la loi climat, eh bien, ça va encore être amplifié. L'industrie également fait des efforts, mais les transports, rien du tout, quoi. Donc, on sait qu'il faut vraiment développer les transports en commun. Il y a toute une série d'efforts à faire pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Non. Alors, la question aussi, c'est qu'on pose facilement, souvent, est-ce que l'effet du Covid sur ces émissions? Effectivement, le Covid a permis de réduire de 7 à 10%, 7 à 15% les émissions de gaz à effet de serre, mais on sait que c'est pas du tout structurel, ce sont des diminutions qui sont conjoncturelles, et donc quand l'économie va reprendre, eh bien, on va repartir sur la lancée antérieure, et donc finalement, ce Covid n'aura pas un effet bénéfique sur l'évolution du réchauffement. Il faut, ce que par contre le Covid peut faire, c'est de nous faire prendre conscience qu'il faut faire quelque chose et que de ne pas poursuivre comme en 2010, on avait, après la crise de 2008, eh bien, on a fait repartir l'économie comme avant et on a eu une diminution temporaire des gaz à effet de serre en 2008, mais ça n'a absolument pas duré. Et maintenant, il faut vraiment partir sur une autre logique pour pouvoir diminuer ces émissions. Alors, maintenant, on peut utiliser aussi le Covid pour bien expliquer que finalement, si on agit sur le climat, eh bien, on va agir également pour la santé, et y compris pour résister à ce Covid. Et il y a une publication qui est sortie, qui a été faite par des épidémiologues, et qui montre que, en fait, manger moins de viande rouge, qui, on sait, émet beaucoup de gaz à effet de serre, et plus d'aliments végétaux non transformés, les aliments industriels, donc tout ce qu'on achète comme produit tout fait, tout emballé, etc., c'est des émetteurs énormes de gaz à effet de serre. Eh bien, si on change notre alimentation, eh bien, on va être plus efficace pour lutter contre l'obésité. Donc, c'est ce qu'on appelle un co-bénéfice positif pour la santé. Donc, finalement, ça veut dire simplement que si on lutte contre le changement climatique, on va voir ça très tardivement. Il faudra attendre peut-être plusieurs dizaines d'années pour voir les effets. Par contre, on aura un effet immédiat sur notre santé. Ne plus prendre sa voiture, privilégier la marche, le vélo, les transports en commun, le covoiturage, eh bien tout ça également, c'est bon pour la forme physique, et une meilleure santé, ça permet de mieux résister à la Covid. Le confinement, qui n'est pas une bonne chose en soi, puisque ça est venu de manière un peu brutale et on n'était pas préparé, mais ça a quand même montré les avantages d'une vie plus saine. On a revu la vie sauvage qui revenait dans les villes, par exemple. On a vu moins de stress, moins de pollution. Et donc, tout ça, c'est quand même des bénéfices assez intéressants. Le consommer local, ça permet de limiter, évidemment, ça crée des emplois locaux, c'est bon pour le climat, mais ça permet aussi de limiter la circulation des virus. Donc,
pendant ce confinement, on a pris conscience des avantages, mais maintenant, il faut planifier tout ça de manière progressive et il faut le faire de manière supportable pour les gens parce que là aussi, le confinement a accéléré les inégalités. Donc, il faut vraiment le faire de manière, ce qu'on appelle, en diminuant les inégalités. Alors, donc pour ça, il faut que les économies se reconstruisent sur une autre base. Et donc ça, c'est vraiment un effet qui est à la fois lié aux politiques publiques, aux industriels, etc., mais également à nous, par notre consommation, on peut aussi influencer et accélérer la transition. Et un point important dont on s'est rendu compte également pendant le confinement, c'est qu'il faut aider les plus faibles à s'adapter. Et alors maintenant, je vais vous montrer les solutions un peu au niveau individuel. Par exemple, si vous prenez l'avion, eh bien, 1 kilomètre va émettre 293 grammes par personne. Hein. Si vous prenez votre voiture et que vous êtes tout seul dedans, c'est 259, donc c'est un petit peu en dessous. Donc, on voit tout de suite que il y a un poste sur lequel on peut agir et de manière efficace, c'est l'avion et la voiture. Si vous prenez l'autocar, c'est pas parfait, mais c'est quand même beaucoup moins, c'est 38 grammes. Alors, le métro, c'est 5,7 grammes. Le TGV, si c'est un TGV, oui, le TGV, pardon, oui, c'est 3,7 grammes. Et le TER, c'est pareil, s'il est électrique, s'il est évidemment diesel, c'est pas du tout la même chose. Mais il faut pas croire que le numérique est exempt d'émissions. Par exemple, si vous faites une recherche Google, eh bien, vous émettez 10 grammes de gaz à effet de serre. Donc ça c'est des données qui ont été fournies par le Shift projet. Alors, maintenant, on peut aller plus loin. Parce que une recherche Google, c'est ok, ça peut paraître peut-être un petit peu du gadget. Par contre, ce qui n'est pas du tout du gadget, c'est que si vous consommez beaucoup de films en streaming, eh bien, pour l'instant, c'est 4% des émissions de gaz à effet de serre globaux. C'est à peu près équivalent au transport aérien. Et en 2025, ce sera 7%. Ce sera équivalent au transport par voiture. Et la vidéo en ligne, là-dedans, eh bien, c'est 60% du flux des données. Je peux même ajouter que la consommation de films porno, là-dedans, c'est un tiers de ces 60%. Alors, c'est ce que montre d'ailleurs ce diagramme. Donc, finalement, on ne peut pas évidemment vivre comme des moines et il faut être conscient que tout ce qu'on fait a une empreinte carbone et c'est à nous à choisir entre l'utile et le moins utile, et privilégier ce qui est vraiment utile. Et quand, par exemple, on se paye un voyage en avion pour les vacances, eh bien, il faut par ailleurs être capable de diminuer ses émissions dans d'autres domaines. Voilà, je terminé. Je vous remercie pour votre attention. Bon, ben écoutez, merci Joël. C'était extrêmement intéressant. Je pense que tout le monde a pu voir ça. Je crois qu'il y a eu pas mal de questions qui ont été posées au fil des mails. Hein. Et moi, je retiens le mot de sobriété, hein, parce que la première des choses, je pense que c'est avant même de s'adapter, d'avoir à s'adapter, il faut vraiment consommer moins, faire moins, utiliser moins, etc. Ça, au moins, on peut essayer de le faire. Et comme vous avez dit, c'est bon pour la santé, alors il ne faut pas hésiter. Hein. Alors à vous, Nathalie et Laurie, si vous avez les questions qui ont été posées, ou alors en direct. Ce que j'ai oublié de dire, puisque vous parlez de sobriété, c'est que 25% de notre alimentation part directement dans la poubelle, que ce soit depuis le producteur jusqu'au consommateur. Donc il y a vraiment des marges, quoi. Là, il y a une prise de conscience qui a été faite là-dessus, notamment au niveau des collectivités, des cantines, etc. La prise de conscience, ce n'est pas encore la réalisation des objectifs, mais il y a déjà quelque chose qui a été sensible là, mais il y a encore à faire. Voilà, à vous. Alors, je ne sais pas, Nathalie et Laurie, comment vous procédez?
Ouais. Du coup, je vais reprendre les questions qui ont été posées pendant la conférence. Donc, il y en a une première qui était pourquoi en fait expliquer pourquoi les pays pauvres et les populations de ces pays sont plus sensibles au réchauffement climatique. Ah ben, simplement parce que pour lutter contre le réchauffement climatique, il faut être bien logé. Il y a toutes des protections par son habitation. Il y a, par exemple, les pays riches peuvent se payer des climatisations, ce qui n'est pas forcément bien puisque ça va augmenter les émissions de gaz à effet de serre. Et dans les pays pauvres, en particulier du Sud, où il fait très chaud, il n'y aura pas de climatisation. Et on va pouvoir aménager les villes de manière, par exemple, à végétaliser les villes pour qu'elles soient plus agréables, pour lutter contre ce qu'on appelle les îlots urbains, les îlots de chaleur urbains. Et c'est ça, il faut de l'argent pour le faire. Et les pays pauvres n'ont pas forcément les moyens de rendre leur ville agréable à vivre. Ok, merci. Après, il y avait une question sur la variabilité dans le temps des proportions d'absorption des gaz à effet de serre. Donc, pourquoi en fait ils varient et quels sont les éléments qui expliquent que certaines régions se réchauffent davantage que d'autres. Voilà. Alors, les gaz à effet de serre, c'est lié à la réactivité de la molécule par rapport à d'autres composants et qui font que cette molécule va se combiner avec d'autres et puis elle va disparaître et donc selon les molécules, eh bien ça va être plus fort ou moins fort. Et pourquoi il y a des régions qui s'adaptent, qui subissent des réchauffements plus élevés? Les régions qui sont vraiment les plus vulnérables au réchauffement climatique, c'est les régions de haute latitude et les montagnes. Et en particulier les hautes latitudes, eh bien il y a différentes raisons. C'est que le réchauffement va faire fondre la neige. La neige va durer moins longtemps et la neige, c'est ce qu'on appelle, elle a un albédo. L'albédo, c'est la capacité de réémettre de l'énergie vers l'espace. Eh bien, la neige a un albédo très élevé, donc à peu près toute l'énergie reçue repart. Et si on fait fondre cette neige-là, eh bien, on va remplacer ça par de la végétation qui, elle, va absorber l'énergie du soleil et donc ça va se réchauffer. Et dans les régions où il y a pas forcément de la neige tout le temps, où il n'y a pas de la glace tout le temps, eh bien, on va avoir, au lieu d'avoir de la toundra, qui sont des herbacées, en fait, des végétations relativement peu élevées, ça va être remplacé par des arbres. Et les arbres également vont accumuler plus d'énergie que les herbes. Voilà, donc c'est ça la raison principale. Et en montagne, eh bien, on a un peu les mêmes effets. Vous avez l'étagement de la végétation en montagne de la même manière. Ok, merci. Et puis il y avait une question aussi par rapport aux cahiers thématiques que vous nous avez montrés. Qui sont les destinataires en fait de ces cahiers? Alors tout le monde. Nous, on espère toucher beaucoup les décideurs. Que ce soit les collectivités locales, territoriales, régionales, etc. D'ailleurs, c'est la région PACA qui a mis en place le financement pour le GREC Sud avec l'ADEME. Et donc, eux, ils voulaient qu'on ait avoir des informations pertinentes à l'échelle de la région. Et par contre, on a essayé d'être le plus pédagogue possible et c'est accessible à tout le monde. Il y a beaucoup d'illustrations, des photos, etc. C'est assez agréable à lire. Donc, c'est des PDF que vous pouvez télécharger très facilement, quoi. Il ne faut pas nécessairement imprimer parce que c'est pas bon pour la planète, mais en tout cas, vous pouvez les lire sur votre tablette ou votre ordinateur. Donc, il y avait une question par rapport au rendement agricole. Est-ce qu'il ne serait pas également influencé par la dégradation des sols? Et pourquoi est-ce que sans réchauffement climatique, on verrait augmenter ces rendements? Oui, tout à fait raison. On est arrivé à une espèce d'impasse maintenant où on ne peut plus augmenter le rendement simplement parce que ça sert plus à rien d'ajouter des engrais, ils ne sont plus efficaces. Et en même temps, les sols sont complètement dégradés. Et c'est pour ça qu'il faut changer complètement le mode de culture, avec par exemple l'agroécologie qui va remplacer les engrais chimiques par des engrais organiques.
Alors, ça me permet de parler de la viande. Je ne sais pas si vous avez eu l'impression que je préconisais qu'il fallait être végétarien. Alors, c'est vrai que être végétarien, vous avez une empreinte carbone beaucoup plus faible un végétarien que quelqu'un qui mange de la viande, du moins au niveau de la consommation. Mais en fait, un agriculteur a besoin de matière organique. Alors évidemment, c'est en partie, ça peut être donné par le compost, mais c'est aussi beaucoup donné par le fumier qui vient des animaux de la ferme. Et donc, en fait, le consommateur, on le pousse plutôt à consommer moins de viande, mais ne pas supprimer nécessairement la viande des menus parce que la viande a son utilité dans le système agricole. Je vois Pierre Fabre qui est là. Peut-être tu as quelque chose à dire, Pierre? Qui est agriculteur aussi. Ouais. Je mets le micro. Non, j'écoutais attentivement. Bon, effectivement, par rapport à l'agriculture aujourd'hui, ce qui vient d'être dit est très clair. C'est bien le travail du sol. Enfin, comment on considère le sol en agriculture aujourd'hui. Le sol, c'est une réserve de carbone. Et effectivement, on a besoin d'apporter régulièrement du carbone dans ce sol, quoi. Et je pense que c'est un lieu de... Même s'il ne faut pas trop utiliser le mot stockage, si j'ai bien compris, pour se donner l'aisance de produire plus de CO2. Mais voilà, le sol est un énorme magasin. Et le sol aussi a cette capacité aussi de pouvoir faire le stockage de l'eau lorsqu'il est riche et avec de bons composants, le stockage d'eau. Et donc, ce qui veut dire être une ressource énorme pour l'agriculteur, de par le fait où s'il y a des réductions de pluie par rapport au changement climatique, s'il y a moins de neige l'hiver, il faut qu'on arrive à avoir des sols qui soient capables de tendre à compenser ces pertes-là. Et donc, effectivement, l'enjeu de l'agriculture est énorme, surtout sur nos territoires en région PACA, où on a une agriculture qui part de zéro et qui va jusqu'à 2500 mètres avec les parcours en alpage l'été. Et donc, on a un grand chantier devant nous, là, au niveau agricole. Et le conseil de développement du parc, là, se lance dans une forte aventure. Du parc, lequel, tu précises? Des Préalpes d'Azur, là. Oui. Excuse-moi. Dans un grand chantier sur 3 ans, d'un travail auprès des agriculteurs qui déjà aujourd'hui mettent en œuvre certaines pratiques pour les tester et en même temps pour essayer de construire un parcours agricole qui soit différent du parcours passé et donc et travailler ces parcours-là à partir de cette idée de l'évolution du climat, quoi. Bon, ces agriculteurs qui sont intimement convaincus qu'on va vers des climats qui vont se tendre sur nos territoires et donc ils cherchent à mettre en pratique de nouveaux éléments, quoi. Et donc il y a un gros travail sur l'agroforesterie et en même temps un travail sur comment intégrer la forêt dans l'agriculture aussi, quoi. Donc l'agroforesterie, on part de la réalité de l'agriculture des champs ouverts et en même temps comment appréhender la forêt pour la rendre productrice alimentaire tout en gardant son système de service rendu, quoi, de la forêt à travers sa capacité de stockage de carbone, gestion de l'eau, etc., protection des sols, etc., etc. Donc voilà, le conseil de développement se lance dans ce projet-là pour pouvoir, quelque part, je rejoins ce que disait Joël Guillot, c'est apporter des éléments concrets aux décideurs pour montrer qu'un autre parcours est possible aujourd'hui et qu'il y a déjà un gros travail de fait dans cette direction-là. Hier, j'étais en contact avec un éleveur qui est en train de dire qu'il allait des Alpes de Haute-Provence, pas loin de chez nous, qui allait certainement partir avec son troupeau et sa ferme parce qu'il anticipe que dans peu de temps, il n'aura plus assez d'eau pour pouvoir vivre avec son troupeau et avoir ce qu'il faut pour rester là, les Alpes de Haute-Provence. Et là aussi, la question en eau, comme disait Pierre, l'évoquait, mais ça va être aussi une question importante qui va se poser. Hein, comment la ressource naturelle et la ressource stockée, ou voilà. Je voulais ajouter quelque chose à ce que dit monsieur. Il y a le programme 4 pour 1000 ça c'est plutôt du côté des chercheurs, hein, c'est le ministre de l'Agriculture en 2015, c'était Le Foll, a lancé un programme qu'il a appelé 4 pour 1000. C'était en fait ce 4 pour 1000 vient du fait que si
on arrivait à stocker 4 pour 1000 de carbone dans les sols chaque année, donc une augmentation de 4 pour 1000, on arriverait à contenir l'augmentation des gaz à effet de serre. Bon, tout ça, c'est de la théorie, mais l'idée du programme, c'est qu'il faut stocker du carbone. On peut le dire, hein, stocker du carbone dans les sols. Le problème, est simplement, c'est que si on profite de ça pour ne rien faire d'autre, on n'y arrivera pas, quoi. Donc, il faut avoir une approche équilibrée. Alors après, on avait une autre question assez intéressante. Joël, que pensez-vous des évaluations de la loi climat qui semblent montrer que les mesures qui ont été prises jusque-là sont loin d'être en accord avec les accords de Paris, et ce qui nous ferait largement dépasser le seuil des 1,5 degrés? Et une autre question de Romain, est-ce que vous pensez qu'on a encore réellement le temps de pouvoir changer les choses et que tout le mal n'est pas déjà fait? Alors là, je me repose sur ce qu'a dit le Haut Conseil du climat. Vous savez, ce conseil des scientifiques qui a été mis en place par le président, qui a été très critique par rapport à cette loi climat, et qui effectivement, ils disent qu'elle ne va pas suffisamment loin, et en particulier, ce ne sera pas possible d'arriver à l'objectif de l'Europe, qui est de diminuer nos émissions de gaz à effet de serre de 55% en 2030. C'est demain, quoi, 2030. Hein. Et donc, avec cette loi qui a été complètement atténuée par, il faut bien le dire, hein, par les lobbies qui ont réussi à atténuer pas mal de choses, eh bien, on n'y arrivera pas, quoi. Donc, moi, personnellement, j'ai pas fait d'études là-dessus, hein, mais je me range. Il y a des spécialistes du Haut Conseil pour le climat qui sont extrêmement critiques. Évidemment, il y a la Convention citoyenne qui l'est aussi, mais c'est pas eux les spécialistes. C'est le Conseil pour le climat, et c'est vraiment des scientifiques de très haut niveau qui en font partie. J'ai lu quelques articles qui semblaient dire aussi que la végétalisation urbaine intense pouvait nous permettre de rafraîchir les villes, si je puis dire, et de façon très localisée, peut-être arriver à perdre, mais c'est localisé, c'est pas à l'échelle de la planète, perdre peut-être, ou ne pas gagner, enfin 1 degré ou 2, et que ça pouvait déjà être quelque chose à faire localement partout, quoi. De manière, est-ce que c'est juste? Oui, mais c'est pas de l'atténuation. Donc, ça n'aura pas avoir un effet global. Ça va pas diminuer les émissions de gaz à effet de serre. C'est de l'adaptation réellement. Oui. C'est rendre les villes habitables. Et il faut effectivement, il faut jouer sur 2 tableaux. C'est la végétation et l'aération. Il faut aussi faire circuler de l'air. Oui. Si on regarde un petit peu l'habitat méditerranéen traditionnel, en particulier dans le sud de la Méditerranée, où ils sont quand même habitués à des fortes chaleurs, eh bien, ils ont quand même un habitat qui est beaucoup plus adapté aux fortes chaleurs que chez nous. Donc, là, je pense qu'il faut s'inspirer des méthodes traditionnelles pour s'adapter aux îlots de chaleur. Parce que les îlots de chaleur, c'est grosso modo 3 à 7 degrés, ça dépend des moments, de plus que dans la campagne environnante. Donc, c'est quand même énorme à supporter, et c'est dû à tout ce qui est minéral dans la ville, quoi. Hein. Et il y a la végétalisation, en particulier une aberration qui pourrait être levée partiellement d'ailleurs s'il y a moins de voitures en ville, il y aurait moins de parkings, parce que les parkings, ce sont vraiment des accumulateurs d'énergie, quoi. Donc il faut vraiment jouer sur tous les tableaux, et c'est à la fois le moins de voitures et moins de minéraux dans les villes, quoi, beaucoup plus de végétaux. Quelqu'un voulait parler de Lumia? Ouais, il y avait une question. Oui, vas-y, Laure. Si je peux me permettre de répondre juste à la deuxième partie de la question, qui était est-ce que le mal n'est pas déjà fait? Effectivement, je pense que toutes les études et toute la situation actuelle montrent que il y a beaucoup de choses et beaucoup de mal qui est déjà fait. Il y a déjà des catastrophes, que ce soit ici ou dans d'autres parties du monde. Mais par contre, ça n'empêche pas du tout d'agir, et on a encore une grosse marge de manœuvre pour à la fois s'adapter à ce qui arrive, donc essayer de s'adapter, d'être plus résilient à ce qui arrive aujourd'hui et à ce qui va arriver les prochaines années, mais aussi une marge d'action sur le degré d'intensité des catastrophes qui vont arriver. Et on l'a vu, entre 2 degrés, 3 degrés, 4 degrés, c'est des situations complètement différentes. Donc effectivement, oui, le mal est déjà fait, malheureusement, mais on peut éviter que ce soit encore pire, et on peut s'adapter pour faire face à tout ça. Tout à fait. Et le deal, en fait, il est simple. On peut s'adapter à un petit réchauffement, mais s'il devient trop élevé, on ne pourra plus s'adapter. Donc, il faut atténuer le changement futur, et il faut s'adapter au changement actuel. C'est ça. Il y a une double action.
Il y avait une question assez intéressante sur le fait que le réchauffement climatique entraîne l'apparition de nouvelles maladies. Donc, on n'a pas parlé du permafrost ou d'autres maladies, mais est-ce que tu peux nous en parler un peu, s'il te plaît, Joël? Oui, alors, bon, le permafrost, effectivement, je ne suis pas vraiment un spécialiste. Il y a des virus, paraît-il, qui sont stockés dans le permafrost, mais le problème que je vois, moi, d'abord, dans le permafrost, c'est qu'il y a beaucoup de gaz à effet de serre qui est stocké dans ces sols qui sont gelés en permanence et qui fondent. Et donc, si à un moment donné, ça va faire un peu comme une bombe, quoi, un retardement, quoi, et donc ça va augmenter fortement les gaz à effet de serre. Par contre, au niveau des maladies qui sont plus proches de nous, il y a tout ce qui est lié aux moustiques, par exemple. Évidemment, il y a des maladies qui sont liées aux canicules, les maladies cardiovasculaires, mais il y a des maladies virales qui sont liées aux moustiques, la dengue, le chikungunya, etc. Il y a les tiques, on parle beaucoup de tiques maintenant qui reviennent. Il y a de plus en plus de tiques en été qui donnent une maladie qui est la maladie de Lyme. Et donc, toutes ces maladies qui sont véhiculées par des vecteurs comme les moustiques, les tiques, etc., ont tendance à arriver. Alors, évidemment, vous connaissez le moustique tigre, il arrive chez nous, il arrive dans les ports. Et puis des ports, il monte suivant les autoroutes, etc. Il se répand dans toute la France en suivant les camions, etc. Mais il s'acclimate quelque part, c'est bien parce que la température a augmenté. Et donc, il va apporter avec lui de ces maladies qu'on appelle vectorielles qui risquent d'être de plus en plus importantes. Pas dans les 10 prochaines années, mais un peu plus tard, effectivement. Oui. Alors, on essaie de ne pas finir sur des notes aussi catastrophistes, là, même si on est réaliste et lucide, mais voilà. Est-ce que vous avez quelques bonnes idées pour justement voir comment on va procéder pour s'adapter? Moi, j'ai noté que la réduction numérique était importante et je crois qu'au contraire, on est en train d'augmenter tout. Là, ce soir, on est tous en visio, hein. Donc on est dedans et en même temps, si on s'était tous déplacés, on aurait fait énormément de... On aurait ça pris serait la voiture. Bien d'élever les poules. Moi, je veux élever des poules, c'est génial. C'est génial, les poules. Qui c'est qui parle? Mais le numérique, comme ceci, c'est pas ce qu'il y a le plus émetteur. C'est vraiment. Voilà, oui, j'ai compris, les vidéos stockées, les machines. C'est de regarder, par exemple, un film à haute résolution sur son téléphone, alors qu'on n'a pas la haute résolution sur son téléphone. Et avec la 5G, ça va être encore pire. Moi, je pense que tous ces forfaits de 100 gigas qu'on nous donne presque pas cher, ça va pousser à la consommation qui est complètement inutile, quoi. Et ça, c'est 60% de la consommation du numérique. Et ça, c'est une information importante à véhiculer parce qu'effectivement, on aurait pu penser que c'était égal. Enfin, moi, je ne suis pas du tout spécialiste et je pensais que c'était aussi consommateur ce qu'on est en train de faire que de regarder une vidéo ou quoi. Donc, c'est quand même intéressant de montrer les différences et qu'envoyer un mail n'est pas égal à regarder un film, pour prendre deux exemples. Voilà. Je pense que ça, c'est peut-être intéressant à diffuser aussi. Non pas pour se déculpabiliser, mais juste pour mettre les choses à leur place, quoi. Et d'ailleurs, sur cette question du numérique, il y avait une question qui demandait où est-ce qu'on trouve des études qui calculent l'impact des outils Internet. Donc, je ne sais pas si Joël, tu as une piste. Et autre chose, juste sur le numérique, donc on organise des fresques du climat à la médiathèque tous les samedis après-midi. Et en fait, ce jeu collaboratif qui permet de mieux comprendre les enjeux, il existe plein de thématiques autres que le climat, liées au climat, mais sur des enjeux spécifiques. Par exemple, il y a la fresque des océans, de la biodiversité, et il existe une fresque du numérique. Et donc, si le sujet vous intéresse, je vous invite vraiment à la faire. Il y a beaucoup de sessions en ligne. Nous, on va... je sais que Nathalie est formée à l'animer, donc c'est possible aussi de l'organiser à Montsartou. Mais c'est un super outil aussi pour comprendre les enjeux qu'il y a derrière le numérique. Tout à fait, donc, si ça vous intéresse, vous pouvez creuser avec ça. Et oui, je ne sais plus ce que je voulais dire. C'était par rapport au début de ce que vous avez dit. Ouais, c'était sur où est-ce qu'on trouve des études qui calculent l'impact des outils Internet. C'est le rapport que j'ai cité qui est fait par le Shift Projet. Alors, si vous tapez sur Google impact du changement climatique sur le numérique, Shift Projet, vous allez tomber sur ce rapport. Voilà, quelqu'un l'a mis là. Oui. Très bien, merci à tous. Ah ben voilà, il y a le... Mais oui. Merci.
Il y avait également une question pour avoir une petite présentation de Lumia, sachant que Laurie et moi, du coup, on est en service civique et étudiante dans cette école qui s'est ouverte à Montsartou cette année. Laurie, je te laisse en parler. Ouais. Alors du coup, Lumia, donc c'est une nouvelle école qui s'est implantée à Montsartou cette année depuis septembre. Donc on fait partie avec Nathalie de la première promo. On est une 20aine de personnes. C'est une promo intergénérationnelle, donc on a entre 24 et 55 ans, ce qui est hyper riche et des profils aussi très diversifiés. Et l'objectif de cette école, c'est à la fois de nous aider à trouver notre voie et à aligner en fait notre intériorité en la mettant au service d'une action pour l'intérêt général, au service du vivant, sur les aspects écologiques et sociaux. Et du coup, on a chaque personne dans la promo a un projet de recherche-action à mener. La recherche-action, c'est l'idée de à la fois réfléchir et utiliser la recherche comme outil pour alimenter son action. Donc, on a tous des projets sur, par exemple, la démocratie participative, sur le voyage bas carbone, sur des écolieux, sur les low-tech, des projets très diversifiés et on est appuyé par l'école pour se former sur la compréhension des enjeux, sur l'écologie personnelle pour apprendre, nous, à bien vivre et à s'aligner avec ces enjeux, sur aussi la connexion au vivant. Et c'est hyper enrichissant. C'est aussi toute une pédagogie alternative. Et pour nous, c'est hyper plaisant de découvrir aussi d'autres façons d'apprendre qui sortent complètement d'un rapport descendant entre un prof qui explique des choses à 800 personnes dans un amphi. C'est une pédagogie très alternative qui nous apporte énormément de choses. Et on essaie aussi de mettre en œuvre des choses très concrètes et d'agir localement pour essayer de changer les choses dans la joie et dans le partage. Voilà. Et on peut dire un mot de la MEAD aussi peut-être, Laurie, Anaïs. Anaïs, ouais. Voilà. La MEAD est à Montsartou aussi, hein, on est riche. Hop, oui, j'espère que vous m'entendez tous. Bonsoir. Donc pour présenter très rapidement, la MEAD, c'est un service municipal de la ville qui met en œuvre le projet alimentaire territorial de Montsartou. Et du coup, on développe beaucoup d'actions différentes. On essaye de soutenir le développement de l'agriculture bio-locale sur le territoire en aidant les agriculteurs qui nous contactent à trouver des terrains pour s'implanter. On a aussi beaucoup d'actions d'éducation à l'alimentation durable auprès des enfants dans les écoles, mais aussi du grand public, du public précaire et du public senior également. On organise aussi des défis à alimentation positive pour accompagner les citoyens à développer l'éducation à l'alimentation durable. Et puis, on a pas mal d'actions de d'essaimage du projet de Montsartou au niveau de la restauration scolaire. Vas-y. Oui, donc je disais, on a aussi pas mal de missions d'essaimage de ce projet-là auprès de d'autres collectivités en France et à l'étranger via des réseaux qu'on anime pour accompagner d'autres collectivités en leur donnant des outils et puis en leur montrant comment on peut faire par rapport au contexte local propre à leur collectivité. Et voilà, à peu près, on a un site internet qui regroupe toutes les informations sur les missions qu'on mène, mais voilà, très rapidement. Et le diplôme universitaire, ça peut intéresser peut-être des gens ici? Oui, j'ai vu qu'il y avait aussi des anciens du diplôme universitaire qui étaient présents d'ailleurs ce soir. C'est un diplôme pour former des chefs de projet en alimentation collective. Et du coup, c'est un diplôme qu'on mène avec l'Université de Nice-Côte d'Azur sur un an, donc pour former des étudiants qui pourront accompagner des collectivités en France à mener ce type de projet-là par la suite. Voilà. Je ne sais pas s'il y a encore d'autres questions, parce on est à peu près dans notre horaire. Sinon, cherchez-les. Moi, je vous redonne un rendez-vous qu'on a donné au début, mais tout le monde n'était pas là. On avait envie, d'autres associations avaient envie de faire sur Montsartou, participer au rassemblement du 9 mai, avec une tournure positive, c'est-à-dire c'est pas un rassemblement contre, mais c'est un rassemblement pour que la loi climat soit améliorée, peut-être pas encore dans un sens plus fort, et faire des propositions dans ce sens-là. Donc voilà. Ce sera sans doute mardi 9 mai à 15h. Si vous êtes intéressé, vous le dites. S'il y a des associations qui veulent venir se partager tout ça, là, ce serait formidable. Les prochains rendez-vous, alors,
on a peut-être dans l'idée de monter une troisième visioconférence, cette fois-ci consacrée aux solutions. Là, on a abordé différentes possibilités, mais peut-être ce serait bien qu'on se penche sur, je veux dire, quelles solutions plus en détail avec des gens qui les ont déjà pratiquées ou qui vont les mettre en route. Je suis toujours optimiste en me disant qu'on va y arriver quand même. Et donc, mais pour ça, il faut qu'on ait un accompagnement et que soi-même, on se forge une conviction là-dessus pour pouvoir motiver tout le monde aussi. Hein. Ça, c'est important. Et on espère faire un rassemblement. On espère faire une grande réunion en public autour de tout ça, de tous vous retrouver en vrai au mois de juillet. Alors là, j'espère que ça va pouvoir se faire, qu'on sera sorti du plus gros de ce Covid et qu'on pourra se retrouver dans le parc du château qui est grand, qui est en plein air, on a de la place pour pouvoir peut-être rediscuter de tout ça et tracer des voies pour l'avenir immédiat. Voilà, s'il n'y a plus de questions, moi je remercie Joël Guyot, merci de votre contribution. Vous reviendrez au festival, j'espère, encore une fois. Oui, j'avais bien aimé, oui. Et puis, merci Nathalie, merci Laurie, merci toute l'équipe du festival, enfin, la MEA de l'OMIA, merci vous tous d'être là. Nous, ce qu'on espère, c'est que vous soyez tous des ambassadeurs et ambassadrices de tout ça. Comme tout ça, on n'aura peut-être pas tout retenu, mais en tout cas, il y a des choses qui sont, je pense, qui s'impriment petit à petit dans nos esprits, des capacités qu'on a quand même de faire quelque chose. J'insiste toujours là-dessus, que ce soit à titre individuel ou d'une collectivité ou d'une association. Voilà, il faut qu'on se bouge. Voilà, merci à tous. Juste peut-être, Malou, peut-être pour juste compléter sur les prochaines étapes et sur les façons de se retrouver après cette conférence. Donc il y a la fresque du climat tous les samedis après-midi à la médiathèque de 14h à 17h. C'est vraiment un super outil pour comprendre de façon ludique et de créer du lien avec des participants autour de ces enjeux. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas, c'est tous les samedis pendant 3 heures. Et sinon, Nathalie et moi, on a un stand sur le marché des producteurs tous les mercredis, de 16 à 18h. Alors, on ne sera pas là ce mercredi-là, mais à partir de la semaine d'après, on sera encore là tous les mercredis. Donc, si vous voulez venir discuter, poser vos questions, ça va avec grand plaisir. Et sinon, et si vous êtes professeur ou une école ou une association aussi. Exactement, on continue les interventions en école. On a déjà intervenu dans plusieurs écoles de Montsartou. Et si vous avez des besoins, n'hésitez pas à nous contacter. On intervient aussi auprès d'associations, bientôt d'entreprises. Donc là, j'ai vu qu'il y avait quelqu'un de la communauté de communes, qu'il y avait quelqu'un d'Alternativa. Vraiment, si vous avez des envies, des besoins d'intervention spécifiques, ou si vous voulez vous-même organiser des choses, on peut aussi vous aider sur la prise en main de certains outils. Donc vraiment, n'hésitez pas à nous contacter. C'est avec grand plaisir qu'on essaiera de faire des choses utiles et concrètes ensemble. Concernant les fresques du climat à la médiathèque, peut-être préciser que il faut s'inscrire avant d'y participer puisque la médiathèque est fermée et qu'elles sont maintenues par une entrée de service sur le côté. Donc, il faut appeler au centre culturel au 04 92 47 24. Enfin, vous connaissez le centre culturel qui organise le Festival du Livre. Il faut vraiment appeler avant pour s'inscrire. La médiathèque est fermée pour des travaux. Vous allez voir, ça va être génial après. Voilà. C'est bon? Si plus personne n'a rien à dire, eh bien, on se quitte. Bonne soirée. Mangez équilibré, mangez local, mangez… Non, Pierre, avant de couper, là, c'est juste une information. Donc, je suis président de Terre de Liens PACA. C'est juste pour vous informer qu'il y a une annonce qui est passée depuis 4-5 jours, là, où on recrute une personne pour venir travailler à Terre de Liens qui est basée, son champ d'action, c'est le 06, c'est le 83 et le point de chute, normalement, c'est aux alentours de Grasse. Voilà, on recrute une personne, il y a un appel à candidature qui est sur le net, là. Je pense sur le site de Terre de Liens, mais aussi dans la PECITA et tout ça, quoi. Donc, on recrute. Ok, parfait. Je vois Alternativa qui lève la main, c'est bon, tout va bien? Oui, j'étais très contente de faire votre connaissance. Et puis, nous aussi, on réfléchit beaucoup sur ces sujets. Donc, ça sera très intéressant de se rencontrer vraiment et de pouvoir encore continuer ces échanges. Alors, j'ai quand même oublié de dire un truc, c'est qu'on est en train de préparer le 34e Festival du Livre. J'espère que ce ne sera pas comme l'année dernière, surtout, à tout point de vue, mais qu'on pourra le faire comme il faut. Et le thème, c'est toujours la vie invente. Alors, toujours la vie invente par rapport à ce qu'on est en train de dire, je crois que c'est complètement adapté, qu'on n'a pas fini encore de parler du climat et de tout ça. Voilà. Malou, alors, à très bientôt.
Malou, oui, si tu permets, juste une note, c'est Laurent. Juste une petite information que beaucoup d'entre vous doivent connaître. À Montsartou, on est en train de conduire un atlas de la biodiversité communale. Et la biodiversité, c'est quand même une des premières victimes potentielles du changement climatique. Donc, je ne vais pas faire de longs discours. Vous avez sur le site de la ville un bouton qui vous permet de voir tout ce qu'on fait. Et il y a pas mal de sorties qui sont organisées, mais il y aura aussi un grand événement le 22 mai au Jardin du MIP à l'occasion de la semaine de la fête de la nature. Voilà. Jardin du MIP, derrière Botanique, la librairie, etc. Oui. À Mons. Voilà. Merci. Ben, merci pour toutes ces informations qui enrichissent nos connaissances et qui nous amènent à agir. Allez, bonne soirée. Bonne soirée, merci beaucoup pour cet accueil.